L'idée m'est venue post-Covid en fait. En gros, on a littéralement pris tout ce qui n'est pas le repas au restaurant, on l'a digitalisé. J'ai mis une annonce sur Instagram en disant « Recherche développeur full stack pour passer des nuits blanches avec moi ». Personne fait ça. Mais en fait, au fur et à mesure, on ne pouvait pas juste ne pas voir ce qui se passait. Bien sûr. Plus ça avance et plus on intègre l'IA comme outil. Développer une application et faire une mise à jour d'une application, c'est réparer le frigo de sa maison pour que la fenêtre de la chambre ne s'ouvre plus. Et c'est vraiment ça. Et si le digital devenait un levier pour votre entreprise ? Bienvenue dans le Déclic Digital, le podcast où on explore les parcours, les idées et les outils qui transforment vos projets en réussite. Et aujourd'hui, on plonge dans un univers particulier, le restaurant, et sous un angle différent, c'est comment le digital peut simplifier ou améliorer votre expérience avec le restaurant. Donc j'ai la chance de recevoir l'équipe de OFood. Bienvenue. Merci d'être là. Peut-être pour le commencement, je vous laisserai peut-être parler de vous, parler de qui vous êtes, pourquoi OFood et puis qu'est-ce que c'est. Avec plaisir. Alors, je commence, je me présente. Endrit, nous on se connaît depuis longtemps, Ilir, mon cousin, voilà. On s'est retrouvés il y a à peu près 4 ans, à peu près par hasard, un peu tout le monde, pour développer une application tous ensemble. Ilir, ça faisait quelques temps qu'il penchait sur une idée et est né OFood. Donc on a fait beaucoup de travail entre-temps, on a vraiment retravaillé l'idée et tout. Mais le principe, il est assez simple. On essaye de simplifier les repas au restaurant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui peuvent venir interférer dans l'expérience du repas, ou le manque de temps, ou peu importe. Et du coup, avec notre application, on en parlera peut-être aussi un peu plus tard, mais on a plein de nouveautés qu'on inclut dans la réservation, dans la prise du repas, dans l'organisation d'un repas. Et voilà, on a en fait un peu transformé toute cette démarche d'aller manger au restaurant avec tout notre système, quoi. Et puis Ilir, fondateur de l'application. Ouais. Moi c'est Ilir du coup, créateur de OFood. L'idée m'est venue, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais l'idée m'est venue post-Covid en fait, où je voyais de plus en plus de gens utiliser des plateformes de livraison alors que on avait de nouveau le droit d'aller au restaurant de manière beaucoup plus libre qu'avant. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question en fait de pourquoi est-ce que les gens n'avaient pas repris cette habitude-là d'aller au restaurant. Et je me suis penché sur l'idée et il y a eu des petits twists, on en parlera sûrement après, mais c'est vraiment l'idée de base, c'était pourquoi est-ce que les gens ne vont plus au restaurant. Et en faisant un tour de table, on s'est tout de suite aperçu que le plus gros problème était le temps. Les gens n'avaient pas le temps de manger à midi. Ils avaient pris une habitude de raccourcir leur pause de midi pendant le Covid avec le télétravail. Et on s'est dit que l'idée principale, c'était de redonner du temps aux gens. Et c'est de là qu'est né OFood, en fait. C'est hyper intéressant. C'est vrai que le Covid, ça nous a tous marqués. Ouais, il y a un avant et un après Covid. Complètement. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le déclic, il paraît totalement naturel, surtout que c'est le déclencheur. D'ailleurs, je te rejoins, je suis d'accord avec toi. Même moi, au niveau, je le ressens dans mes pauses, peu importe, on veut aller à l'essentiel, télétravail toujours optimisé, pas perdre de temps, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc, la main feature, OFood a été, créée, développée pour faire gagner du temps aux personnes sur le temps de midi, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Okay. Et puis, faire gagner du temps, mais de quelle manière ? Donc, on peut réserver son repas, j'imagine qu'on peut précommander, tous des éléments qui ont été réfléchis, mais dites-nous-en un peu plus. En gros, on a littéralement pris tout ce qui n'est pas le repas au restaurant, on l'a digitalisé. On a digitalisé la précommande, donc du coup la commande qu'on fait généralement au serveur. On a digitalisé la réservation au restaurant, on a digitalisé le paiement. Et en soi, le principe d'OFood, c'est aller au restaurant, manger le repas qu'on a précommandé, se lever et s'en aller. Le paiement est déjà préfait.
la réservation est préfaite, la commande est préfaite aussi. Et du coup, on a étudié la question et on a remarqué qu'on gagnait jusqu'à 35 minutes de temps à midi. Donc un repas qui généralement nous prenait 1h30, 1h15, on arrive à s'en sortir pour 30-45 minutes grand max. Waouh. Donc c'est vraiment de l'optimisation, mais vous avez peut-être pas peur que ça soit trop optimisé ou qu'on perde le côté, peut-être le côté humain, ou est-ce que c'est plutôt du coup fait pour ceux qui veulent gagner du temps? Alors, du coup, en vrai, le concept, comme tu as dit, il est relativement très apprécié pour les personnes qui veulent gagner du temps. Mais comme toute application qui sert un but, si un jour, par exemple, tu veux prendre ton temps, aller tranquillement au Bien sûr. resto, lire le menu, un repas de famille ou ce que tu veux, bah voilà, on peut ne pas passer par ça, tu vois. Mais nous, on a vraiment isolé au départ ce concept du repas de midi. Parce que c'est là qu'on trouvait qu'on avait notre marché cible, on va dire. Mhm. Mais plus on a avancé dans le développement, plus on s'est aussi rendu compte que ça s'adaptait aussi au repas du soir, facilement. Il y a aussi un peu cette gêne d'appeler le restaurant, à qui fait Ouais, c'est c'est ça. cette corvée. Et du coup, en vrai, avec l'application, voilà, on simplifie la vie à ceux qui veulent le faire. Si voilà, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ah, bien sûr. Mais ouais, le but c'était vraiment d'enlever toute la fioriture autour Ouais, c'est ça. pour ceux qui n'en veulent pas. Donc concrètement, je télécharge l'application sur mon iPhone. Et puis après, step by step, ça me guide. Quel resto, je choisis mon resto. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Je choisis mon resto, je choisis ma table, mon heure. Exactement. Ce que je veux prendre. Il y a ça. 3 aspects différents. Il y a, tu peux prendre à l'emporter. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu vas choisir ton restaurant, définir l'heure à laquelle tu vas aller récupérer ta nourriture. Il y a évidemment le manger sur place. Pareil, tu définis l'heure, tu choisis si tu vas aller manger avec des gens, etc. Et puis, on a aussi cet aspect du coup entrepreneurial qu'on a quand même gardé un peu cette idée de base qui s'appelle le business lunch. On a installé tout un écosystème avec les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises peuvent s'enregistrer C'est génial. avec tous leurs employés. Ils ont un code qui fait que les employés s'enregistrent pour l'entreprise. Et puis, si des restos dans la région ont décidé de faire profiter des rabais, l'employé, quand il va utiliser OFood pour aller manger dans ce resto en question, il aura cet avantage-là, quoi. Mais du coup, on a un peu ces 3 axes. Et puis oui, l'application, elle est assez simple d'utilisation. On a les restaurants, on a l'endroit où on peut créer justement cette réservation, voir nos commandes, suivre, tout un aspect de notification et tout. Trop bien. C'est vraiment ce que j'adore là, c'est qu'en fait, vous digitalisez pas juste pour digitaliser, mais vous venez répondre à un vrai problème. Enfin, vous venez simplifier un processus. Et en fait, c'est vraiment le digital au service de l'humain, au service des personnes du temps de midi. Mhm. Et c'est ce que je dis toujours moi aussi à mes clients, c'est que le digital, il est là, enfin on vit avec, il est partout maintenant. Ouais. Des outils, il y en a des milliers, il faut trouver les meilleurs, mais il doit simplifier. Il doit avoir une plus-value, et là vous avez clairement ciblé quelque chose qui est pertinent pour les utilisateurs. D'ailleurs, en parlant d'utilisateurs, vous avez, je pense, passé par une phase bêta. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des retours déjà des gens positifs? Oui, alors on est toujours en phase bêta. Surtout début 2026, on met en place beaucoup d'améliorations UX et UI qu'on a eu grâce au retour des clients qui ont passé commande. D'ailleurs, on les remercie. Et pour rebondir juste sur ce que tu as dit avant, tu as fait mention enfin, tu as dit que en gagnant du temps, on risque de perdre un peu le côté humain, et on s'aperçoit en fait que pas du tout. Parce que les gens qui ont le temps de manger et qui utilisent OFood, ils profitent du temps passé au restaurant pour profiter et pour pas avoir ces petits moments de stress qui est d'essayer de capter l'attention du serveur, de ne pas savoir quoi manger, d'être sur le menu ou sur le téléphone maintenant que certains menus sont digitalisés. Et on passe vraiment du temps au restaurant à faire ce qu'on devrait faire au restaurant, c'est-à-dire profiter. Et du coup, pour revenir aux utilisateurs, on a environ 250 utilisateurs aujourd'hui qui nous font beaucoup de retours. On a une dizaine de restaurants, principalement sur Genève. Et on écoute leurs retours et on améliore l'app aussi rapidement que possible pour donner la meilleure expérience aux gens qui l'utilisent. C'est très intéressant, enfin, c'est très, très pertinent parce que finalement, c'est l'utilisateur qui, lui, ressent les choses. Donc, aller chercher cette information, elle est tellement précieuse. Et je pense que c'est surtout la aussi bonne utilisation. on se situe aussi sur un aspect local.
Tu vois, on a aussi, il y a des gens dans ce domaine-là, de la livraison, etc. C'est quand même des entreprises qui sont multinationales. Et puis, nous, on a vraiment cet aspect local et que ce soit les retours des restaurateurs, les retours des utilisateurs classiques, etc. Les gens se rendent peut-être pas compte en nous disant ouais, mais alors moi il y a juste ce petit truc, c'est un peu bizarre et tout. Mais nous derrière, quasiment systématiquement, ça entraîne des heures de réflexion et il y a eu vraiment une très grosse refonte qui a été faite sur le flux de comment l'application fonctionne. Et là, on est en train de partir sur une deuxième refonte plutôt visuelle. Et tout ça, ça a été alimenté par notre expérience, mais surtout aussi ce que les utilisateurs en ont ressorti dans l'usage quotidien, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et puis, du coup, en termes de structure, j'imagine qu'il y a l'interface client, mais je pense que les restaurateurs, ils ont aussi besoin d'avoir leur accès à eux, restaurateurs. Enfin, comment c'est... Alors oui, OFood est tout un écosystème. Donc on a vraiment l'application côté client, une application pro côté restaurant. On a un dashboard web pour les restaurants où ils peuvent mettre à jour leur menu, mettre à jour leurs horaires, regarder aussi leurs data des clients qui commandent, qu'est-ce qu'ils commandent, avoir une base de données pour eux. Et on a une plateforme web aussi pour les entreprises qui désirent s'enregistrer, où elles peuvent avoir accès à leur code d'accès, donc le code entreprise qu'Henry avait mentionné juste avant, où elles peuvent aussi regarder les employés présents. Et c'est utile parce que une entreprise, il y a du turnover dans les entreprises, donc un employé qui part devrait plus avoir à bénéficier de l'offre de son ancienne entreprise. Donc il y a tout ce système où ils peuvent supprimer ou ajouter des nouveaux employés et maintenir une base de données qui est saine, quoi. Ouais, c'est fou. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment un écosystème qui a été pensé pour optimiser tout ça. Mais en termes de développement, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que vous êtes des développeurs ? C'est tout fait main ? C'est tout vous qui avez développé sur mesure ? Alors, c'est fait la maison question, déjà. c'est... Alors oui, c'est fait maison. C'est fait maison, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi Hendrit était à la base dans ce projet. C'est que quand j'ai eu l'idée, moi, j'avais aucune connaissance, on va dire, dans le dev. J'ai fait un peu de dev, on va dire, pendant mes études, mais c'était du dev financier plutôt, donc avec Python, avec des choses comme ça. C'était pas du développement d'applications. Et j'ai mis une annonce sur Instagram en disant « Recherche développeur full stack pour passer des nuits blanches avec moi ». Personne fait ça. Personne fait ça. Oui, mais je l'ai fait. Hendrit m'a écrit, il m'a dit « T'as besoin de quoi ?» J'ai fait « voilà », je lui ai expliqué le projet. Il a dit « C'est trop gros pour moi ». Ce qui est normal. Ce qui est normal. Il nous faut Ce qui est plus de totalement gens. normal. Et il m'a présenté en fait à 2 développeurs qui font maintenant partie du projet. Donc tout est interne. OFood est une application, comme je l'ai dit, 100% suisse. Elle est hébergée en Suisse, développée par des humains en Suisse. L'identité visuelle a été faite en Suisse. La seule chose qui n'est pas suisse, c'est le moyen de paiement, où on passe par Stripe. Ouais. On a essayé de passer par la Poste, mais beaucoup trop complexe à mettre en place pour un système d'application. Je pense qu'ils ont encore de l'avance sur nous à ce niveau-là. Stripe, mondialement, tout ce qui est système de paiement, e-commerce, ils ont déjà réglé pas mal de problématiques. Nous, on a moins. Je pense qu'ils ont un peu d'avance dans ce domaine-là, donc ça ne m'étonne pas de... Du coup, c'est très intéressant, c'est très humain, tout est humain, mais comment ne pas mentionner l'intelligence artificielle, enfin vous me voyez arriver avec la question, en termes de code, de développement, etc. L'IA, elle existe. Est-ce que vous l'utilisez ? Pas forcément peut-être pour le code, mais pour des retours, ou bien pour... Est-ce qu'elle est présente dans le process de développement ? Bien sûr. On a vraiment commencé à une époque où l'IA n'était pas encore réellement présente. Tu vois ? Donc on a vraiment vu le truc se développer sur le côté, pendant que nous, on avait un peu la tête dans le guidon dans notre projet. Et si je prends par exemple les devs, eux, ils ont vraiment des connaissances très très poussées dans leur domaine. Donc ils ont encore moins ce réflexe-là peut-être d'aller creuser des autres outils, parce que vu qu'ils savent faire par eux-mêmes. Mais en fait, au fur et à mesure, on ne pouvait pas juste ne pas voir ce qui se passait. Bien sûr. Et ça a commencé par exemple par les aides de mock-up, les suggestions que tu utilises ChatGPT pour travailler une idée ou autre, tu vois. Et plus ça avance et plus on intègre l'IA comme outil, comme accompagnant. Accompagnant, exactement. C'est ça, parce que on va pas utiliser l'IA pour créer du contenu dans notre application, mais on va l'utiliser pour
toute la... Optimiser les ouais, processus. exactement, voilà. Ouais. Si tu veux que je donne plus de détails, comme il l'a dit, au début, l'IA n'était pas présente. C'est 2022 qu'on a commencé vraiment, 2021 Prémices. même, Prémices. auquel on a, enfin, quand on a commencé à parler d'au-foot. 2022, l'équipe s'est construite. Et comme je t'ai dit, bah, on a tout internalisé, on a tout fait nous-mêmes. Mais c'est vrai que maintenant, je prends un exemple tout bête. Je te disais au début que on est en train de refaire toute la partie UX et UI. Il y a des ajustements à faire sur les mock-ups. Les mock-ups, on est clairement aidé par l'IA. Mais l'IA nous sert d'assistant. Un de nos devs m'a fait cette remarque il y a 2 jours. Il a mentionné l'IA comme un stagiaire qui fait tout très vite, mais pas forcément tout très Pas bien. juste, exactement. Mais il le fait très vite. Donc c'est vraiment très utile pour nous, que ce soit dans les mock-ups, que ce soit aussi dans le dev maintenant, où on a toujours besoin de nos devs avec leur regard d'expert pour corriger ce que fait l'IA, mais où ils peuvent demander à l'IA de faire certaines tâches répétitives. Mais on est obligé d'utiliser de plus en plus, entre l'utilisation d'agents IA plus tard pour aller chercher des prospects, pour faire des campagnes de mail ou des choses comme ça. Ça devient en Ça 2026, prend en du tout cas, ouais. En C'est ça. 2026, c'est une obligation. Ouais, je pense que votre approche, elle est complètement juste. C'est que bah, l'IA, elle est là, on peut pas fermer les yeux puis se dire on la veut pas. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que l'IA, elle va pas venir remplacer un dev, mais par contre, elle va pouvoir l'aider dans ses processus. Bon, moi, je dis toujours aux entreprises, les employés vont pas se faire remplacer par l'IA. Mais par contre, l'employé qui sait maîtriser les outils d'IA, il sera 2 fois plus performant, 2 fois plus rapide, il pourra prendre plus de charges de travail, plus efficace. Et peut-être que celui qui maîtrise les outils d'IA, lui, sera plus performant et va remplacer celui qui ne les maîtrise pas. Donc l'approche d'assistant, de l'aide, elle est pertinente parce qu'au final, c'est un assistant. Bien Ça sûr. vient booster, c'est pas le produit final, mais je pense que surtout dans ce monde-là, d'aller plus vite avec les outils, Bien sûr. c'est important. Ouais. Et puis, il faut surtout penser qu'on n'est pas beaucoup. Ouais. Alors, OFood est une application qui est quand même gigantesque en termes de ce qu'on a créé, en termes d'heures de travail et de fonctionnalités qu'on a mis en place pour que justement le client ait la meilleure expérience possible. Mais l'informatique, tout comme le marketing ou quoi que ce soit, c'est des domaines très larges. Nos 2 développeurs sont développeurs full stack de base. Faire du DevOps, donc de tout ce qui est architecture serveur et toutes ces choses-là, c'est pas leur compétence clé. Donc ils ont utilisé l'IA du coup comme aide pour pouvoir fournir un travail de qualité aussi à ce moment-là. C'est nécessaire. On a quelqu'un dans le marketing, mais il est plus dans le marketing digital, dans la communication. Le design, par exemple, de communication sur Instagram ou des choses comme ça, bah oui, il y a de l'aide de l'IA parce que les domaines sont tellement larges, Bien on n'est sûr. pas une équipe de 200 personnes à Non, travailler c'est ça. dessus. Et du coup, bah, Ouais, c'est ça. l'IA nous aide. Vous êtes nous aide combien là-dedans. aujourd'hui dans OFood? On est 5. 5. Ouais, 5. 2 devs, 2 responsables clients, administratifs, ce que tu veux. Et Ouais, puis c'est un plus orienté marketing du coup. C'est une petite équipe, comme tu as dit, pour une infrastructure comme ça, surtout, j'imagine, en coulisses. Enfin, Ouais. moi, je connais un petit peu, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça implique quoi une application? On parle d'application iOS, les gens, ils se rendent sur l'Apple Store, ils téléchargent, mais j'imagine que l'infrastructure, comme tu l'as dit, gigantesque, serveurs, etc., qu'est-ce que ça implique réellement? Enfin, voilà, il faut des serveurs, est-ce que c'est hébergé en Suisse? Enfin, il y a toutes ces questions qui arrivent. Comment vous gérez ça? On a 2 serveurs. On a 2 serveurs hébergés en Suisse sur Infomaniac. Ouais. On a vraiment voulu, comme je t'ai dit, rester en Suisse, 100% suisse. C'est pour nous un gage de qualité et ça montre aussi notre sérieux dans ce qu'on fait. Et ce que ça implique, ça c'est créer une application, c'est pas seulement créer un prototype. Surtout une application comme celle-là, on doit l'imaginer dès le départ de manière pérenne. Parce que faire un changement visuel sur l'application, rajouter une fonctionnalité, ça demande de retravailler la base de données, ça demande de retravailler l'architecture qu'il y a derrière. Et si on n'imagine pas le projet comme déjà terminé ou au moins pérenne, Ouais. On va vite se retrouver avec tout et n'importe quoi en même temps. Ouais, trop d'itérations. Trop aussi. d'itérations, perdre en stabilité. Donc, comme je t'ai dit, on a 2 serveurs, un qui est là uniquement pour les tests et un qui est là pour la prod. Donc hébergé en Suisse. Et on a 2 applications, une mobile, une tablette. Et voilà. Et ce
qui est aussi important de mentionner, c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur les stores. J'allais venir avec cette question. Ouais. On Comment peut c'est géré? C'est des ping-pong. On sait pas. Et franchement, je pense que... Alors, il y a des choses à savoir. Enfin, il y a des choses qui sont logiques. On peut pas mettre une app qui bug, de base. En tout cas, ou le MVP, donc je connais pas le... Minimum Viable Product. Voilà, Minimum Viable Product. Merci. Fonctionne. Ça, c'est déjà une première nécessité. La deuxième nécessité, c'est que, par exemple, pour l'Apple Store, on doit pouvoir accéder à l'application sans avoir de compte créé. Ah ouais. Donc, OFood, qui est une application où il y a des paiements, on est obligé de se créer un compte. Eh ben, on est quand même censé pouvoir y accéder et visualiser l'application et se balader dans l'application sans se créer de compte. Donc, ça, c'était le plus gros point de friction qu'on a eu avec l'Apple Store. Et Play Store, par exemple, eux, leur plus gros souci, c'est sur les visuels qu'on a mis comme visuels de présentation de l'app pour l'application. En gros, sur les visuels de l'application, on a mis un screenshot de nos mock-ups où dans les filtres, il y avait nos filtres sont par rapport aux régions. Et dans une version ultérieure qu'on essaiera de mettre en place, il y aura d'autres types de filtres. Et dans les mock-ups, des autres filtres apparaissaient. Et ils nous ont fait tout un rejet de l'application pour juste un mock-up. Alors qu'il y a... exactement ce qui était prévu. C'est fou. Donc ça veut dire qu'il y a des différences entre iOS et Android. Oui. Est-ce que c'est les mêmes applications? Enfin, le code, au niveau du code, est-ce que c'est la même chose qui est balancée sur les deux? C'est exactement la même chose. Tu es obligé d'adapter. On a utilisé justement un langage pour que ça soit déployable sur les deux systèmes et pas qu'on ait besoin de tout redévelopper derrière. Et puis ouais, du coup, ça a posé un peu des problématiques différentes et pas tout le temps les mêmes non plus. Tu vois, des fois, on a été bloqué sur iOS pour telle ou telle raison. Ouais. Et puis après, elle apparaissait plus, c'était autre chose qui nous faisait blocage, etc. Mais ouais. Et ce ping-pong avec les iOS ou Android, etc., est-ce qu'il est dur? Vous parlez avec des humains derrière ou c'est que des rapports, des FAQ que vous devez lire et essayer de trouver pourquoi vous avez... On parle à des humains. Okay. C'est des humains qui testent l'app. Et ce qui est compliqué aussi, on devait... comment je pourrais expliquer ça? Ils devaient être capables d'utiliser l'application. Sauf que ces testeurs-là sont basés sur des pays asiatiques, que ce soit l'Inde, la Chine ou des choses comme ça, ou des pays comme ça. Et du coup, nous, on a un rayon de 100 km pour les restos qu'on voit sur l'application. Ils sont à plus de 15 000 km. C'est compliqué. Ils ont refusé OFood au départ sur les stores parce qu'ils ne voyaient aucun restaurant visible sur l'app. Donc là, mais c'est normal, vous êtes à telle distance. Donc ils ont dû utiliser un VPN pour pouvoir se connecter. Mais tout ça, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer parce que eux, c'est bête et méchant. Ils se connectent, ils voient pas de resto, ils disent ça marche pas, ils refusent. Ouais, bien sûr. En fait, ça fait partie de tous les... Si une personne nous regarde, se dit moi j'aimerais lancer mon app, je la publie sur iOS, c'est en 2 clics, etc. Je clique, je télécharge, il y en a plein qui le font, pourquoi pas moi. Mais derrière, il y a une vraie réflexion d'architecture, comme tu as dit, et c'est hyper intéressant de savoir que ça doit être tout réfléchi en amont. C'est ça. Tu vois, nous, on avait de la chance d'avoir quand même 2 personnes très fortes et compétentes dans le domaine du dev. Ouais. Mais même avec ça, tu vois, on est à peu près 4 ans depuis que l'idée a apparu jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même eu presque 2 ans de réflexion avant de se dire on commence à dev quelque chose. Parce que c'est vite arrivé de partir sur une direction. Ouais. Après, il te manque des fonctionnalités clés que tu n'arrives pas à remettre après coup. Tu dois recommencer, etc. Et ouais, en termes de... Franchement, en termes de pour répondre aussi à ta question d'avant, en termes de structure, de comment ça peut être mis en place, d'architecture, etc., c'est vraiment énormément de réflexion. C'est-à-dire que les gens, quand ils utilisent une appli, quand ils vont sur une page internet, ils ne se rendent pas compte que tout le process ce bouton-là derrière, qu'est-ce qu'il y a tout qui fait que ça marche. Et on a vraiment fait énormément de temps juste à parler, à se dire, ok, mais si on fait ça derrière, est-ce qu'on se retrouve pas dans un cul-de-sac et on peut plus aller plus loin dans l'appli? Tous les tunnels de vente. Est-ce que c'est logique de mettre ce bouton à cet endroit-là pour provoquer cette action? Est-ce que l'utilisateur il va pas se dire non, mais je préfère qu'il soit dans l'autre sens, etc. Donc il y a vraiment un travail de fond pour rendre l'application banale pour les gens. Ouais, c'est-à-dire que les gens ils doivent pas se dire se poser des questions quand ils utilisent l'appli. Et c'est des trucs qu'on se dit c'est normal quoi, c'est juste poser là et puis c'est tout. Ouais. Mais non. Et puis aussi stabilité de l'application. Ça nous est arrivé 1000 fois, on appelle ça la régression, mais c'est-à-dire on ajoute un truc à un endroit
Et 6 étapes plus loin, ce qui devait fonctionner fonctionne plus. Du coup, tu vas trouver pourquoi, va chercher, etc. Ouais, et plus tu fais ta réflexion propre au départ, plus tu auras de la facilité derrière à rattraper le coup. Mais ouais, il y a vraiment énormément de réflexion à un sujet pour faire un truc stable, quoi. Ouais, c'est clair, c'est que c'est un projet, un écosystème, comme tu dis, global. Ouais. Et tu es obligé de mettre en place des processus et de savoir où tu vas. Je pense des énormes séances de brainstorming. Vous avez dû en passer des nuits à discuter. Et tout est relié. Échanger, l'interface restaurant avec l'interface entreprise, les commandes, tu as de l'information qui va devoir aller à un endroit et à un autre. Ouais, voilà, récupérer l'information, la traiter de manière propre, ça c'était. Il y a tout un système de sécurité aussi parce que y a de l'argent qui transite. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait du coup appel à Stripe, parce qu'on pouvait justement via Stripe laisser Stripe gérer. Et Stripe étant une application quand même qui est là, une plateforme qui existe depuis beaucoup d'années, qui est très axée sur la sécurité, l'argent passe via Stripe uniquement. Nous, on touche uniquement que ce qu'on touche et le restaurant touche sa partie. Tout est automatisé. Ça a aussi été fait dans le but de ne pas léser le restaurant, pas que le restaurant se dise « je vois pas mon argent ». Et tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Il y a plein de petites choses. Tu parlais aussi de brainstorming, de régression. J'utilise souvent cette image. Développer une application et faire une mise à jour d'une application, c'est réparer le frigo de sa maison pour que la fenêtre de la chambre ne s'ouvre plus. et c'est vraiment ça. Et du coup, constamment, mais tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et c'est impressionnant. C'est beau en même temps. Parce que du coup, comme tu le dis, les gens ne se rendent pas compte. Ouais, c'est énorme. Ça demande aussi de se professionnaliser. Tu vois, on est parti d'une idée d'avoir envie de créer quelque chose. Mais derrière, après, on veut quand même que les utilisateurs ils soient contents d'utiliser le produit, qu'ils prennent ça en main, etc. Donc, on se doit d'être qualitatif, comme tu as dit, pour la sécurité. L'argent, c'est clair, très sensible dans ce genre de domaine, mais même dans tous les domaines, en fait. Donc, tu peux pas te dire, je vais implémenter ça et puis on verra comment ça fonctionne. Tu dois vraiment faire en sorte que tout soit nickel, tout soit testé à fond, quoi. Ouais, en fait, le process, il est cohérent et je pense que tu es obligé. À mon avis, je pense pas que tu peux perdurer dans le temps avec une application bancale ou qui a été mal réfléchie. Clairement. Puis surtout dans ce domaine où il y a déjà pas une concurrence directe, mais une concurrence de type. Dans la food tech, il y a déjà des applications dans ce style-là. Tu crames ta première chance. Ouais. C'est très dur de revenir derrière, à moins qu'il y ait vraiment un budget de fou qui soit investi dans du marketing, etc. Si tu fais ton lancement et que tu rates au paiement, par exemple, les gens, après, le bouche-oreille va très vite pour dire que c'est. Oui, puis l'utilisateur, il revient pas. Non, il revient pas. C'est ça. Pas. Quand tu l'as, non seulement il revient pas, mais en plus, il va aller faire de la propagande pour dire aux gens de pas venir dessus. Donc, c'est vraiment le double. Ça, dans notre région aussi où on habite, c'est clair que c'est clé aussi. C'est compliqué. C'est intéressant, tu parles de food tech, tous ces acteurs. On pense notamment les apps de livraison, pour pas en citer Uber Eats, etc. Ouais. Et vous êtes pour l'instant sur le marché roman. Est-ce que vous sentez auprès des restos, enfin vous avez sûrement démarché des restos, un besoin ou le fait de se dire nous on est un petit resto, je suis un petit resto de quartier, mais moi je sais pas comment gérer ça, j'ai pas mes propres livreurs, les plateformes de livraison elles me demandent je sais pas combien de francs de livraison, de frais, etc. Est-ce que c'est du coup votre app elle est bien accueillie? Alors je peux répondre à ça? Bien sûr. Ça dépend des régions. Okay. On a vu ça, on l'a pas mentionné au début, mais on est une application suisse du coup basée à Genève, mais on est un peu entre Genève et le Valais, parce que nos développeurs et Endrit viennent tous du Valais, et on a vraiment 50-50 en termes de workforce du coup entre Genève et le Valais, et on a dit on va attaquer les deux marchés en même temps, parce que voilà, il faut le faire. Il faut attaquer au bout d'un moment, il faut attaquer des marchés, et sur Genève où les gens sont un peu plus ouverts à la digitalisation. On a eu plein de profils de restos différents qui accueillaient l'idée, on va dire, de manière, de la bonne manière. C'est-à-dire, tiens, quelque chose qui peut m'être utile. Beaucoup de restaurants aussi qui disaient, je fonctionne très bien comme je fonctionne aujourd'hui, donc j'ai pas besoin. Et par contre, en Valais, on voyait que c'était beaucoup moins enclin au changement. Mais c'est gentil, là. Oui. Mais c'est notre travail aussi de trouver une approche
Et on y travaille d'ailleurs, hein. On développe plein de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre de pouvoir utiliser OFood en mettant juste un pied dedans au lieu de mettre directement les deux pieds dedans. Parce que mine de rien, on apporte vraiment quelque chose de nouveau dans la façon de faire. Mhm. Tu mentionnais les plateformes de livraison, elles fonctionnent toutes pareilles. Il n'y en a aucune qui a réellement amené quelque chose de nouveau et les gens utilisaient déjà la livraison. La seule chose qui changeait, c'est qu'avant, ils appelaient le restaurant pour se faire livrer. Maintenant, ils passent par une application. Euh, Nous, on amène quelque chose du coup de nouveau et euh, on doit le faire gentiment, avec pédagogie. Et c'est ça le plus gros travail aujourd'hui qu'on a avec GoFood, c'est le côté pédagogique de notre approche, autant au niveau restaurant qu'au niveau client. Ouais. C'est important de ne pas oublier de faire ce travail avec les Oui, restaurants. puis surtout qu'on a vraiment cette posture-là à prendre sur l'aspect où on ne pourra pas de toute façon aller les taper sur leur terrain de moyens. Non, En c'est fait, sûr. ils ont déjà une avance considérable. Mais du coup, nous, on a vraiment cet aspect local et à l'écoute. Et du coup, comparé à certaines de ces applications où il y a des pricing peut-être qui sont élevés, Mhm. il n'y a pas forcément un service après-vente qui est spécialisé pour chacun des restaurants. Ils sont plus à s'inscrire ou à utiliser ce genre d'appli pour le réseau que ça leur apporte. Bien sûr. Et du coup, arriver avec un produit qui déjà coûte moins, parce qu'on a déjà des frais qui sont beaucoup moindres et il n'y a pas de système d'abonnement ou des choses du style encore implémentées, etc. Et on essaye vraiment de leur faire du win-win. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... Ouais, pas leur prendre leur part. Voilà, on n'est pas là juste pour faire que notre application fonctionne. On aimerait que ces restaurants qui nous font confiance avancent avec nous, profitent d'avoir Grandissent. un nouveau réseau d'entrée de clients, etc. Et puis du coup, dans l'expérience qu'on a eue avec les restaurants, il y a ceux qui se disent c'est vraiment trop bien parce que ça va sur ce point de marché qu'on a moins de contrôle dessus. T'as ceux qui vont être déjà qui ont eu des mauvaises expériences avec les autres applications, donc tu vas vraiment faire un travail de fond, ouais. voilà, pour leur montrer à quel point nous on est différents sur certains aspects. Et puis après, ce travail pédagogique, il a dit, moi j'ai vraiment pu le ressentir en Valais. On a toujours fait comme ça va très bien. C'est ça. En fait, ça me fait penser. Nous, on avait lancé aussi pendant que j'étais aux études à Sierre, Bonapps. C'était aussi une application, enfin, c'était plutôt une start-up, un projet d'étudiants qui visait un peu à répondre aux mêmes besoins que vous avez avec OFood, mais en beaucoup moins poussé. Et puis, c'est vrai qu'au moment d'aller parler au restaurant, le problème qu'on avait remarqué, c'était pas forcément... il y a aussi de la compréhension du produit, etc. Mais il y avait aussi de l'appréhension de se dire, mais moi, mes employés, ils n'ont pas besoin de devoir, en plus de ça, gérer une plateforme digitale. En plus, ils doivent... Donc, ils ont les commandes par téléphone, ils ont les gens au resto, puis ils doivent aller ouvrir l'iPad, etc. C'est ça. Et c'est très pertinent, comme tu as expliqué, le travail de pédagogie. Parce qu'en fait, il y en a qui sont pas non plus... qui ont peur du digital. Mais clairement, mais nous, ça a été une grosse remise en question parce que on arrive forcément, ça fait 2-3 ans que tu travailles sur une idée. Toi, t'es persuadé que c'est bien. Voilà, t'as vraiment fait tout le tour du truc et... On a fait des études de marché aussi qui indiquaient qu'il y avait un besoin. Mais ouais. C'est-à-dire qu'au food, on l'a comme il a dit Hendrit au début, on a développé ça pendant 2 ans avant de lancer vraiment. On a pensé l'idée pendant 2 ans avant de lancer le développement. Pendant ces 2 ans, on a mené des études de marché où on allait voir les restaurants, où on a essayé d'adapter, de poser les bonnes questions pour voir si notre produit faisait sens. Et le produit leur faisait sens. Et c'est vrai que certains de ces restaurants-là ont suivi. Et d'autres, on arrive et oui, finalement, ça va très bien comme mais on est. Mais par exemple, tu vois, on a sous-estimé aussi cet aspect de charge, comme tu t'as dit, tu vois, est-ce qu'on rajoute encore un process dans tout ce milieu de la restauration qui va déjà très vite, tu vois. Et nos premiers contacts restaurants ont fait aussi derrière qu'on a dû se pencher sur des choses qu'on voulait mettre en place plus tard, mais que du coup devenaient plus urgentes parce que notre but, c'est vraiment qu'ils intègrent notre appli et tout. Mais on peut pas juste leur dire c'est trop bien, utilisez ça, s'il vous plaît. Tu peux pas. Et leur point faisait sens aussi. Il y avait tout un système qu'on avait mis en place pour eux, mais il y a vraiment des points de friction qui étaient trop importants à pas négliger. Et puis comme je t'ai dit, le milieu de la restauration, ça va très vite. Donc, quand je faisais des rendez-vous...
T'arrives à 11h, à 11h30, ils sont ouverts. Prêt pour le service. Voilà, t'as 15 minutes pendant qu'ils posent des fourchettes à expliquer l'application et tout. Donc, Ça va très vite et puis c'est pas forcément un milieu qui est déjà beaucoup digitalisé. Non, justement. Et c'est un milieu qui est sous pression. On n'oublie pas, mais la restauration, ils courent H24. Ils n'ont jamais le temps de recevoir du monde pour quelque chose de nouveau. C'est même pas aussi qu'ils ne veulent pas, la plupart, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'écouter le projet. Ouais, parce qu'ils ont tellement de charges à gérer avec le restaurant qu'ils n'ont pas le temps encore d'apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir un rendez-vous avec un restaurant repoussé sur 3 mois, parce que pendant 3 mois, à chaque fois que je me présentais, il n'avait pas le temps de me recevoir, ou il y avait un contretemps, ou un jour le frigo marchait pas, ou il manquait un serveur. Ils n'ont pas reçu les légumes ce jour-là. Il y a plein de choses qui est déjà dans la tête du restaurateur pour en plus penser à quelque chose de nouveau. Et alors que cette nouvelle chose qu'on a mis en place lui simplifierait tout le reste, que ce soit au niveau de la gestion des stocks, que ce soit parce que la précommande fait en sorte que le restaurant soit plus au courant de ses stocks qu'il a à disposition. Et toutes ces choses-là, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie, du coup, qu'on est en train de mettre en place et qu'on amène gentiment maintenant, première moitié de 2026, avec toute cette refonte UX, UI, et puis le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est super intéressant, c'est vrai. Bon, maintenant, si on se projette un peu pour l'avenir, vu qu'on arrive gentiment à la fin de l'épisode, vous l'avez dit, 2026, c'est une année charnière aussi pour OFood, en version encore bêta, de tests, d'utilisateurs, de retours et de modifications. Si on se projette, 3 à 5 ans par exemple, à quoi ressemblerait OFood dans votre idéal ? 3 à 5 ans, c'est très court. Il faut mentionner ça aussi, c'est que 3 à 5 ans, ça passe très vite. Ça fait 4 ans qu'on a commencé OFood. J'ai l'impression qu'on l'a commencé avant-hier. Ça dépend les jours quand même. Oui. Des fois, les jours sont longs. Non, mais pour être plus sérieux là-dessus, on aspire à ce que OFood devienne un écosystème complet. Je l'ai mentionné, on ajoute des nouvelles fonctionnalités. Une des fonctionnalités qu'on est en train de mettre en place et qu'on réfléchit à mettre en place, c'est aussi juste un outil de réservation simple pour les restaurants. C'est ce que je mentionnais quand je disais un peu de pédagogie. C'est que pour aider le restaurant à mettre un pied dedans et l'utilisateur aussi à mettre un pied dedans, peut-être juste les inciter à juste faire une réservation standard comme ils le font avec d'autres concurrents qui existent déjà sur le marché et les guider sur l'app à ce moment-là pour leur montrer l'intérêt de la précommande par la suite. Donc, d'ici 3 à 5 ans, le but, c'est vraiment qu'on devienne un écosystème complet pour le restaurateur qui n'ait plus besoin d'avoir 3-4 outils de réservation sur son restaurant et qui puisse en sortir avec une seule et d'essayer de commencer le développement aussi à l'international, donc de s'ouvrir aux autres pays. Je pense aux pays voisins, que ce soit la France. On a déjà eu des demandes en Belgique. Des demandes en Angleterre aussi pour lancer OFood. À condition que Genève prenne. Voilà, c'est ça. La condition c'était faites marcher tout Genève et l'arc lémanique. Oui, bien sûr. Et on vous aide à vous. Oui, après une fois que l'architecture elle existe, que l'application est prête, qu'elle est déployée, que les retours qui sont pertinents, que ça marche, si ça marche chez nous, ça peut marcher aussi. Mais c'est ça, c'est vrai que tous les retours internationaux qu'on a pu avoir, c'est principalement des gens qui sont basés dans des très grandes villes, par exemple un Londres ou un Paris. Merci beaucoup pour votre présence, la transparence, toutes les anecdotes et les coulisses de OFood. Peut-être avant de se quitter, si un restaurateur nous écoute maintenant, quel serait le premier conseil peut-être que vous lui donneriez pour commencer à digitaliser son activité ? La réponse elle est simple, c'est de se rendre sur ofood.ch et de créer un compte ou alors de nous contacter pour qu'on puisse lui présenter le projet et qu'il adhère à OFood. Génial. Vous l'aurez compris, téléchargez OFood. Toutes les infos seront de toute façon en description. Merci encore à ceux qui nous écoutent. Vous étiez donc dans le Déclic Digital, le podcast où on explore les transformations digitales concrètes à travers ceux qui les vivent. Si ce genre de sujet vous parle, n'hésitez pas à nous suivre, activez la cloche, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on en parle sur Instagram et sur TikTok et on se retrouvera pour le prochain épisode.